Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 17e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels et pour décrypter, analyser et revenir sur l'actualité de la semaine. Je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, outre l'analyse de l'actualité, nous avons un invité de l'industrie, en l'occurrence Gérard Béraud-Sudreau de Proofpoint. Mais avant de passer en revue l'actualité de Proofpoint avec lui, je vous propose qu'on revienne, comme chaque semaine, sur les faits marquants de la semaine. Alors, première actualité qui a retenu votre attention, c'est un top 10 des éditeurs de logiciels sur le marché français. Ce qui est assez intéressant, parce que souvent on a des comparaisons internationales. Là, pour le coup, on a une vision vraiment franco-française, avec, j'allais dire, un grand gagnant, en l'occurrence Microsoft, loin devant. Absolument. Alors effectivement, vous l'avez bien précisé, c'est les éditeurs qui sont présents sur le marché français. Le Syntec, lui, fait son top 250 des logiciels français. D'ailleurs, à chaque fois, c'est qu'est-ce que c'est qu'un éditeur français? Bon, c'est un autre sujet. Là, en l'occurrence, c'est tous les éditeurs qui sont présents sur leur marché français et c'est leur activité sur ce marché-là qui est prise en compte. Donc évidemment, comme tout classement, c'est le classement de Pierre Audouin Consultant qui fait tous les ans. Donc il n'y a pas évidemment de bouleversement. Enfin, il y a quand même, et ce qu'on dit chaque année est toujours un peu vrai, mais enfin, il y a quand même des évolutions significatives. Beaucoup de chiffres, on ne va pas en donner trop, mais essayer de sortir quelques éléments. Alors, effectivement, vous l'avez dit, Microsoft est loin devant, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, devant SAP et Oracle. Et sachant que si on prend ces trois-là, dans l'ordre inversé, finalement, les taux de croissance sont les plus importants. C'est-à-dire Microsoft, c'est un résultat moins 1%, SAP un peu mieux, 3%, je crois, et Oracle, 10%. Donc c'est un ordre inversé. Donc ça se resserre, mais enfin Microsoft est loin devant, puisqu'on vient de le dire, plus de 2 milliards, SAP 900 millions, et puis... donc quasiment 2 fois plus que son... Quasiment. Alors effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. Et Oracle, 700 millions. Donc on a les ordres de grandeur. Et c'est intéressant parce que si on ramène ça à leur chiffre d'affaires au niveau mondial, vous vous souvenez, il y a quelques années, enfin un peu plus que ça, même avec le doigt mouillé, on représentait toujours le marché français avec 5%. Et là, finalement, on est très loin de ça, puisque si on prend Microsoft et Oracle, si on fait le ratio entre le chiffre d'affaires en France et le chiffre d'affaires mondial, on est aux alentours de 2%, un peu plus pour Microsoft, un peu moins pour Oracle. En revanche, pour SAP, on est à près de 4%, près du double. Et donc la question qui est posée, c'est finalement quelle est la raison qui expliquerait cette forte présence d'SAP en France. Alors évidemment, je vous dis franchement, j'y ai pas longuement réfléchi, ça mériterait de s'appesantir un petit peu plus là-dessus. La première raison qu'on pourrait donner, c'est la proximité de SAP et sa présence sur le marché européen. Bon, il y a certainement d'autres raisons, mais enfin en tout cas c'est... Il n'y a pas aussi non plus, alors je n'ai pas regardé le détail de l'enquête, mais il y a ces problématiques de déclaration de chiffre d'affaires en dehors du territoire franco-français, les fameuses notions d'optimisation fiscale. Alors je ne sais pas si Pierre Audouin prend le chiffre d'affaires au sens juridique des filiales, ou c'est l'activité réelle. Parce que c'est vrai que sur un Microsoft, on sait qu'une bonne partie de l'argent de la facturation vient d'Irlande. Absolument, on en avait parlé pour le ministère de la Défense, c'est sûr. Donc ça peut quand même avoir un peu joué. Absolument. Ça c'est un point à régler. C'est un point à régler, donc bon, c'est un sujet d'étude. À Pierre Audouin. Voilà, absolument. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, si on regarde ce top 10, bon, la constatation qu'on fait de manière récurrente, c'est finalement la faiblesse du logiciel français. Là, on a deux acteurs qui sont présents, c'est toujours les mêmes, évidemment. Bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas un qui va apparaître comme ça du jour au lendemain. Donc, Dassault Systèmes et puis CJ. Et ces deux-là, avec d'ailleurs d'assez belles performances, mais qui sont en 9e et en 10e position. Donc, ça veut dire que, bon, il y a deux Français, mais ils sont quand même assez loin derrière. Ils sont en taux de croissance à 2 chiffres, quand même. Hein. Absolument. Et alors, le point finalement le plus saillant de cette enquête, c'est
la croissance très forte de Salesforce à 35%. Donc c'est Salesforce qui l'année dernière avait fait son entrée dans le classement et qui donc cette année monte à la 8e place. Donc c'est une belle performance. Peut-être un futur top 5. C'est sûr que si on pourrait faire le calcul assez rapidement, c'est-à-dire qu'on continue les taux de croissance à ce rythme-là et effectivement dans 1 ou 2 ans à ce rythme-là on devrait y arriver. Il y a aussi Dell EMC qui est présent un peu plus haut dans ce classement. Là c'est un peu plus difficile à analyser parce qu'il y a tellement eu d'entrées et de sorties chez Dell qu'on ne sait plus très bien où on en est. Mais donc très, très beau résultat pour Salesforce. 35%, c'est quand même tout à fait significatif. Très bien. Alors autre sujet, on reste chez l'éditeur. Finalement, on parle de Microsoft et de ses difficultés avec le marché du mobile. J'allais dire, ça ne s'améliore pas. Mais est-ce que c'est une surprise ? Non, alors, effectivement, on parlait de Microsoft, on continue là de parler de Microsoft seulement. C'est sûr que c'est un sujet qu'on a abordé déjà à plusieurs reprises et qui, comme vous le dites, la situation ne s'améliore pas. Quand Satya Nadella est arrivé, l'acquisition de Nokia était déjà bouclée. Donc, en gros, c'était un cadeau empoisonné qu'on lui donnait. Il avait sorti sa stratégie Cloud First, Mobile First. D'ailleurs, je ne sais plus très bien dans quel ordre c'était. La première, semble-t-il, sur le cloud, semble être en passe d'être réussie, puisque Microsoft est dans le top 4 de cloud public. En revanche, pour ce qui est du mobile, c'est clair que c'est un échec patent. Sur la partie hardware, en tout cas. Sur la partie hardware. Et donc, ce rachat avait coûté à Microsoft une somme astronomique. Il avait été obligé d'imputer une charge sur son bilan pour dépréciation d'actifs. L'année d'après, donc on doit être en 2015, licenciement de près de 2000 personnes, encore 1 milliard de dollars de dépréciation. Donc en gros, ça ne va pas. Et la question qui est posée, c'est quand est-ce que finalement Microsoft va déposer les armes. Alors pourquoi on en parle ? Parce que c'est à l'occasion de la publication des résultats trimestriels qui, au passage, alors c'est étonnant parce que les qualificatifs sont toujours, on se demande de quoi on parle, mais on parle de résultats contrastés qui sont en deçà des attentes, etc. C'est vrai que la croissance de Microsoft à 6%, c'est pas celle qu'on a connue à 2 chiffres dans les années passées, mais enfin, quand on est Microsoft aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Et puis, alors, il y a évidemment l'intégration de LinkedIn, mais si on regarde aussi le bénéfice, on est à 4-8 milliards de bénéfices sur un trimestre. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Non, donc contrasté, peut mieux faire, mais enfin... Et donc, si on en revient à notre sujet, quand on a vu cette évolution, on a dit, bon, Microsoft va arrêter, c'est toujours pas le cas. Là, ces derniers temps, c'était finalement Microsoft va se concentrer sur le marché de l'entreprise. Et ça, si vous vous souvenez, je ne sais pas, il y a un bon moment maintenant, mais quand IBM avait fait cette évolution-là, IBM avait fait la même chose, DEC, donc Digital, avait fait aussi la même chose dans les premiers temps du PC. Et donc, en gros, quand on a cette évolution-là, c'est-à-dire qu'on a tout le marché et qu'on se concentre sur les entreprises, finalement sur un segment, sur une activité qui, en gros, vous achetez un smartphone pour l'entreprise ou pour le parti. Oui, ça ne change pas grand-chose. Il y a après des attributs particuliers, des canaux de vente différents, etc. Mais enfin, si vous vous concentrez sur ce marché qui est quand même pas le plus important, c'est que c'est vraiment le début de la fin. Et là, les résultats du dernier trimestre sont absolument catastrophiques. Donc, la question à 1 000 €, ce serait quand est-ce que Microsoft va arrêter ? Est-ce que ce sera le prochain trimestre, le trimestre d'après Mais en tout cas, vraisemblablement... Satya Nadella vient d'assurer récemment d'une conférence le contraire et qu'ils allaient réinvestir le marché. Très bien. Ils ont les moyens, mais on peut s'y attendre un jour. Il faisait pareil d'ailleurs une stratégie à la surface, en disant sortir la surface du mobile. On attend et on en reparlera sûrement dans les prochains mois. On espère pas les prochaines années quand même, pour Microsoft en tout cas. Alors, autre sujet qui a retenu votre attention et qui est un sujet sur lequel on revient évidemment régulièrement, c'est le marché du cloud, avec un événement assez américain, c'est la vente de l'activité cloud de Verizon, je ne sais jamais comment il faut le dire,
à IBM, qui est l'occasion de faire un peu le point sur la position des différents acteurs respectifs du marché. J'allais dire, on parlait de Microsoft devant les autres éditeurs. C'est un peu la même chose pour Amazon dans le cloud public. Absolument. Alors, donc l'actualité la semaine dernière, c'est que Verizon, ou Verizon, comme vous voulez, a cédé son activité cloud et services managés à IBM. Donc on ne connaît pas le montant de la transaction, mais ça fait suite à la vente par Verizon de 24 data centers à Equinix. Donc en gros, Verizon est en train de liquider des actifs. Sans du marché du cloud finalement, pour un opérateur, voilà. C'est intéressant. Oui, alors effectivement, c'est la question une des questions qui est posée. Là avant ça même, on peut se demander, est-ce que c'est que finalement Verizon a raté un peu le coche dans le cloud et donc abandonne cette activité, ou est-ce que c'est parce qu'il a besoin de cash suite aux 2 rachats successifs d'AOL et de Yahoo, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, pour plus de 4 milliards de dollars. Donc les deux combinés, on est à près de 9 milliards de dollars. Ça fait un peu d'argent. Ça fait beaucoup d'argent pour des activités dont la rentabilité n'est peut-être pas encore assurée. D'ailleurs, Verizon a indiqué qu'il allait fonder les deux dans une société qu'il allait appeler, ou une division, je ne sais pas quel sera le statut, qu'il allait appeler Oath. Donc, bon, très bien. Donc, c'est quand même... alors, la question que vous posez, c'est effectivement, plus généralement, au départ du démarrage de l'activité de cloud, donc il y a différents acteurs qui sont venus d'horizons très différents. Hein. Amazon en est sans doute le meilleur exemple. Est-ce que si on avait demandé à un expert de quel horizon l'acteur numéro 1 viendra, je ne suis pas persuadé qu'il aurait dit... sur un retailer, en fait. Exactement. Mais la question qui est posée, c'est finalement les opérateurs télécoms ne sont pas en force dans ce domaine-là. Est-ce qu'ils n'ont pas raté un coche? En tout cas, le résultat, il est là. Dans les grands acteurs du cloud, il n'y a pas beaucoup d'acteurs télécoms. Ils sont vraiment dans le deuxième niveau. Ils jouent en deuxième division. Ouais, très clairement. Et donc, cette opération, effectivement, est arrivée concomitamment, on va y arriver. Au résultat trimestriel qui est fait par Synergy, Synergy Research, donc qui fait donc dans un certain nombre de domaines, mais en particulier dans le cloud, et qui montre que effectivement au premier trimestre 2017, AWS maintient très largement sa position dans le cloud public avec 33% du marché et plus gros que les 3 ou 4 qui sont derrière lui. Donc bon, sachant que ces 3 ou 4 derrière lui ont un taux de croissance un peu supérieur, donc les écarts vont se resserrer, mais enfin AWS est encore très loin devant. Les trois autres on les connaît, hein, c'est IBM, Azure Google Microsoft. Et puis Azure. Donc on reparle encore de Microsoft. Sachant que ça c'est le cloud public, mais IBM est plutôt orienté sur le cloud privé, cloud hybride. Donc c'est un marché un petit peu différent. Donc voilà l'état des lieux. Maintenant la question est reposée pour les opérateurs télécoms. Est-ce qu'au fur et à mesure ils ne vont pas disparaître complètement de ce marché et que ça va être soit des acteurs un peu, Microsoft qui sont des acteurs de l'IT traditionnel. Ou des acteurs très spécialisés à la OVH. Exactement. Alors ça c'est pour le marché français, OVH dont on a parlé à plusieurs reprises et qui a fait quand même un parcours assez exemplaire, avec toujours beaucoup d'ambition. Impressionnant, tout à fait. Très bien. Bah écoutez, ça c'était pour la semaine passée, et puis c'est pour la semaine à venir, en tout cas c'est pour les mois à venir. On revient sur les annonces de Facebook, à la fois financières et en termes de croissance, puisque... Absolument. On est dans les résultats trimestriels, donc on ne va pas les regarder tous parce que ça n'a pas ça intéresse les analystes financiers, mais Facebook, ça ne concerne pas trop les entreprises, mais enfin c'est quand même quoique, enfin il y a quand même l'activité... Une fameuse offre, Facebook at Work Absolument, oui. Donc ça, mais bon, démarrage assez... on ne sait pas, on fera un point. On sait pas où on en est. Oui. Néanmoins, c'est quand même un phénomène en soi, et les résultats trimestriels donnent l'occasion de s'y pencher. Et pourquoi on en parle, c'est que Facebook va bientôt franchir la barre des 2 milliards
d'utilisateurs. Alors ça, c'est 2 milliards d'utilisateurs. En fait, c'est 1 milliard 900 et quelques millions qui sont actifs une fois par mois. Les gens qui sont actifs tous les jours, c'est 1 milliard 3. Donc si on dit qu'il y a 7 milliards de terriens, c'est quand même... C'est impressionnant. Oui, ça pose question. Alors, à l'occasion de ces résultats trimestriels, donc, qui sont plutôt bons, parce qu'on est à un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars. Donc, par contre, j'ai noté que ça baisse par rapport au trimestre précédent, c'est ça, non, pour la première fois ou... Non, et alors effectivement, Facebook, enfin Mark Zuckerberg a bien mentionné que pour le semestre à venir, il avait en gros saturé de publicité son marché et que en fait en mettre plus c'était faire fuir il y a toujours cette espèce de compromis optimal entre le montant de la publicité et puis le fait que les utilisateurs ne soient pas trop dégoûtés par cette publicité et ne quittent, parce que en gros le problème de Facebook, c'est un peu ce qu'avait dit le patron de TF1, c'est le temps de cerveau disponible sur le réseau pour pouvoir vendre de la publicité. Ce qui est intéressant aussi dans tout ça, avec Facebook, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient embaucher 3000 personnes supplémentaires pour faire de la modération de contenu. Il y en a déjà 4500 qui sont présents. Donc si on fait le calcul, 3000 plus 4500, ça fait 7500, donc on se dit c'est énorme. Mais quand on rapporte ça à la masse des contenus, bon, on voit bien que c'est le genre de choses qu'il va falloir automatiser. D'ailleurs, entre modération et censure, là, ce serait vraiment un sujet d'étude très intéressant. Donc, on se rend bien compte, même quand ils auront embauché leurs 7500 pour 1,3 milliard qui sont actifs tous les jours, vous voyez le nombre de messages que ça... Enfin, le nombre de personnes qu'il faut suivre, c'est pire qu'à Pôle emploi. Hein. Donc, on se rend bien compte que là, c'est un problème et qui a été comment dire, pointé du doigt à l'occasion des élections américaines, encore cette fois à l'occasion de nos élections, l'histoire des fake news, des fausses nouvelles, etc., qui prennent de plus en plus d'importance. Donc, c'est vraiment un réel problème qui est posé pour Facebook, qui vont pas pouvoir mettre la poussière sous le tapis trop longtemps. Il va falloir trouver de vrais mécanismes. Alors évidemment, automatisation, intelligence artificielle, tout ça, ça vient, mais bon, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, c'est pas encore pour toujours, donc le problème est posé, quoi. Très bien, bah écoutez, on conclura là-dessus pour cette semaine. Merci Guy en tout cas. Et bah, je vous propose maintenant d'échanger avec notre invité de la semaine, Gérard Béraud-Sudreau de la société Proofpoint. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérard Béraud-Sudreau, qui est responsable de la société Proofpoint pour la région Europe du Sud et Benelux. Gérard Béraud-Sudreau, bonjour. Bonjour Rudy. Alors, comme vous savez, dans le cadre de cet entretien hebdomadaire, la première question qu'on pose à notre invité, c'est quelle est l'actualité qui a retenu son attention, l'actualité de la semaine passée ou des semaines précédentes, liée à notre secteur ou de manière un peu plus large. Ça peut être, évidemment, il faut qu'il y ait un élément d'IT, mais qui peut couvrir une zone un peu plus vaste. Alors, ce sont les élections présidentielles, bien sûr, qui occupent mon esprit, et ceux d'ailleurs de nos concitoyens, puisque une personne sur deux en France craint les problèmes de cybercriminalité dans le cadre des élections présidentielles et législatives à venir. À juste titre, à votre avis? À juste titre, absolument. Je vais en dire deux mots. Bon, et puis, c'est une année exceptionnelle en termes d'élections en Europe, puisqu'il y a des élections en Angleterre locales, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, puis législatives au mois de juin, l'Allemagne au mois de septembre, il y a eu la Hollande au mois de mars, sans doute l'Italie en fin d'année. Donc, nous ne sommes pas les seuls en France à être dans cet environnement d'élections. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a maintenant 6 mois à peu près pour les élections présidentielles. On l'a retrouvé avec différentes variantes dans le cas de l'élection présidentielle française. Avec la même intensité?
c'est difficile de comparer si l'intensité était la même. Ce qui est certain, c'est que les différents candidats ont été attaqués. On ne sait pas forcément quelles sont les sources. Donc je ne vais pas m'aventurer sur ces possibilités d'attaque. On parle souvent de FunCyber, qui s'appelle aussi Zednit. Enfin bon, il y a différents noms, qui est un activiste russe. Mais on ne peut pas forcément relier ces campagnes à ce qui s'est passé concrètement en France. Ceci dit, les 3 candidats principaux ont été attaqués et ont subi différents types d'attaques, que ce soit avec des emails entrant au sein du parti représenté par ce candidat, ce qui est assez commun en termes d'attaques, donc des emails entrants, mais surtout, ce sont les électeurs qui ont reçu des emails au nom de ces candidats ou de ces partis politiques. Donc c'est du spam politique, un peu, on va dire. Absolument, c'est du spam politique. Et d'ailleurs, Proofpoint a fait une étude sur ce sujet en France, et on a regardé les spams, le nombre de spams qui contenaient le nom Le Pen ou Mélenchon ou Fillon, etc. Et donc, on a traqué ça sur une période de 3 mois, depuis de janvier à, je crois, fin mars, et on a vu l'évolution, en quelque sorte, du nombre de spams, et on peut s'aventurer, si l'on le souhaite, à corréler en fait ce nombre de spams avec l'intérêt que suscitent ces candidats auprès de la population. Est-ce que, vous disiez, on ne connaît pas encore très bien les sources, etc., mais est-ce qu'on enquête là-dessus, ou est-ce que finalement un jour on va vraiment savoir, sauf que quand on va savoir, il va y avoir une nouvelle élection et il y aura d'autres sources à découvrir. Je suppose que c'est un peu ça qui va se passer. Oui, bien sûr, enfin, c'est toujours cette chasse du chat et de la souris. FunCyber est revenu beaucoup dans les discussions, que ce soit aux États-Unis et aussi en France. D'ailleurs, je crois que un des partis politiques, en tout cas, a critiqué ouvertement la Russie. Peut-être avait-il des preuves que des hackers russes ou bien du gouvernement russe aient lancé des attaques auprès de ce candidat. Nous n'avons pas ces informations, on ne peut pas confirmer cela, mais les analystes qu'ont les sociétés de cybersécurité comme la nôtre savent en général d'où viennent les attaques. Par contre, ce qu'il est difficile de déterminer, c'est quel est le commanditaire de l'attaque. Voilà. Qui il y a derrière? Est-ce que c'est un gouvernement? Est-ce que c'est une mafia? Est-ce que c'est quelqu'un qui est isolé? En fait, il y a toujours une sorte d'agent écran qui est commandité par quelqu'un. C'est souvent le cas, absolument. Donc il faut rester très prudent dans ce genre sur ce genre de sujet. Ouais. Alors on va parler un peu de Proofpoint. Donc vous avez été créé en 2002, donc ça fait un petit moment, vous n'êtes plus une start-up. Et vous avez une caractéristique un peu particulière, c'est que vous vous êtes lancé avec une technologie que vous avez baptisée MLX, qui s'appuie sur le machine learning. Et bon, aujourd'hui, c'est assez courant. En 2002, ça l'était quand même beaucoup moins. Je ne sais même pas si le terme existait à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, finalement, qu'est-ce que ça apporte et comment ça a évolué depuis? C'est-à-dire que je suppose que ce que vous aviez développé à l'époque a quand même pas mal changé en 15 ans. Absolument. Donc, en 2002, il y avait une quinzaine ou une vingtaine de sociétés qui traitaient le problème du spam ou des virus dans les emails. Donc c'était un vrai pari pour les fondateurs de Proofpoint que de créer une société qui adressait ce type de problématique. Donc ils ont dû forcément arriver avec une technologie ou une approche totalement différente des autres. Donc le machine learning, en effet, était une de ces approches novatrices, et aussi le cloud. Donc très tôt, Proofpoint en fait a démarré avec une solution qui était à la fois dans le cloud, mais aussi on-premise. Donc les clients pouvaient choisir le type de solution qu'ils souhaitaient mettre en place. Cette solution a évolué dans le temps. En particulier, cette solution de machine learning a évolué vers ce qu'on appelle des graph databases, qui sont utilisés par des grands comme Yahoo, Facebook, etc., qui vont en fait corréler un certain nombre d'événements ou d'informations pour les relier entre elles. Quand on pense à une attaque de cybersécurité, il y a tout un tas d'éléments dans cette attaque. Il y a la personne qui va l'envoyer, il y a donc le nom de cette personne, il y a les adresses IP, il y a le type d'attaque. Est-ce que c'est plutôt une attaque basée sur l'URL, sur des fichiers attachés? Il y a en fait tout un tas d'éléments. Et ce qui est important, c'est de relier ces éléments entre eux. De corréler tout ça. De les corréler. Donc, pour être proactif, et comme ces attaques changent tout le temps, en fait, ce que font les attaquants, ils vont changer un des éléments.
Ils vont changer un kit d'exploitation, ils vont changer une adresse IP, etc. Mais ils vont garder les autres éléments. Et donc, de ce fait, quand on va voir une attaque avec, par exemple, un type d'adresse IP que l'on reconnaît, on va le lier à d'autres éléments et on va considérer en effet que cette adresse IP est soit valide, soit malicieuse. Donc le machine learning et la graph database sont vraiment des éléments structurants de notre approche qui nous permet d'être très proactifs et d'arrêter en fait ces attaques qui changent sans arrêt. Alors, donc, 2002, 2012, introduction en bourse. Donc ça, c'est une étape majeure qui est arrivée un peu avant le moment où les gens avaient quelques réticences à entrer en bourse depuis quelques années. Ce qui fait que vous publiez vos résultats. On a beaucoup d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2012 et aujourd'hui, l'action a bondi, a été multipliée quasiment par 4. Ça, c'est le point positif. Le point moins positif, c'est que si on regarde les 5 dernières années, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 ou 4, c'est quand même très significatif. Les pertes ont suivi à peu près la même direction. Donc la question assez simple, sans rentrer dans le détail des résultats financiers, parce que ce n'est pas notre domaine, mais est-ce que cette situation est durable et comment vous voyez qu'elle va évoluer dans les 2-3 années qui viennent? Oui, alors en effet, la société a énormément grossi. L'année dernière, on a cru de 41%, le chiffre d'affaires a cru de 41%, au premier trimestre 43%. Donc c'est une croissance qui est très forte, avec 55 trimestres de croissance consécutive. Donc ça, c'est très important. Ce qui est très important aussi, c'est de continuer à investir pour protéger au mieux nos clients et surtout développer un portefeuille de solutions qui soit adapté au marché d'aujourd'hui. Donc on continue à investir plus de 20% de notre chiffre d'affaires en R&D, ça, on va continuer à le faire, c'est crucial. Et puis on va continuer aussi à racheter des sociétés pour enrichir le portefeuille. Oui, parce que vous avez été assez actif sur ce plan-là, en rachat de sociétés. Absolument, donc en particulier ces derniers mois, au mois de septembre et octobre, on a racheté 2 sociétés. Une société qui est la division Fraud Defense d'une société qui s'appelle Return Path. Je pourrais en parler un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Et puis une autre société qui s'appelle Fire Layers, qui est spécialisée dans la protection du cloud. Donc comment accéder à des applications dans le cloud de manière sécurisée. Alors précisément, parce que vous avez cité un de vos clients, d'ailleurs vous n'avez pas répondu tout à fait à la question, c'est la question que vous posez, c'est les pertes qui sont très importantes, et est-ce que ça c'est tenable très longtemps, et comment vous voyez les choses évoluer dans ce domaine, si je puis dire? Alors, je ne suis pas le financier de l'entreprise, donc c'est une question qui est difficile pour moi. Je pense qu'il vaut mieux s'adresser à la direction financière de Proofpoint. Ce qui est certain, c'est que les analystes ne sont pas fous s'ils valorisent la société comme ils le font. C'est-à-dire avec une croissance de valorisation, on est, suivant les jours, 5e ou 6e plus grosse valorisation dans le domaine de la sécurité. Oui. Donc je pense que les analystes comprennent qu'on est dans un modèle de développement de parts de marché, de croissance forte. La cybersécurité est un marché énorme qui se développe beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, on pourrait dire d'une certaine manière. Malheureusement, bien sûr, malheureusement. Et puis, nous avons un modèle qui est basé presque à 100% sur de la vente de logiciels. Et donc, c'est un modèle qui est répétitif. Quasiment 95% de nos clients renouvellent avec nous. Et donc, c'est un modèle qui est très pérenne d'un point de vue financier. Et alors, précisément, vos clients en France, on va parler un peu plus particulièrement de la France. Vos clients en France, c'est quoi? C'est les grandes entreprises? C'est le secteur public? C'est les PME? Comment ça fonctionne? Et votre mode de distribution, il est 100% en direct ou il y a aussi du partenariat? C'est une très bonne question. Et en fait, on touche toutes les entreprises. Que ce soit le secteur de l'automobile, donc on travaille avec une très grande société de l'automobile française, le domaine du luxe, on travaille avec 3 des plus grands leaders du luxe mondial. Donc vous ne donnez pas les noms en fait? Non, parce que ces sociétés n'aiment pas trop partager. Dans le domaine de la cybersécurité, ils n'aiment pas trop partager. En général, donc je suis prudent. Elles n'aiment pas trop et là c'est encore plus... Oui, elles préfèrent pas trop. Mais... toutes les grandes sociétés, de toute façon, s'équipent de solutions de cybersécurité. Donc, dans tous les domaines, petites sociétés, très grandes sociétés, dans le pharmaceutique, la distribution, l'industrie, tous les secteurs verticaux sont couverts. Je dirais qu'il y a une accélération
du pipeline commercial, c'est-à-dire du nombre d'opportunités que l'on a en France actuellement dans le domaine du B2C. Donc des entreprises, par exemple les e-retailers, le domaine de la distribution, le domaine financier, les banques, les assurances, et pour une raison que j'évoquais plus tôt, qui est que leurs clients se font attaquer au nom de ces sociétés. Voilà. Et donc l'image de marque de la société est impactée, et ça les entreprises ne peuvent pas se le permettre. Et à ce titre, on a annoncé au RSA au mois de février aux États-Unis ce qu'on appelle le digital risk, donc un certain nombre d'offres autour de la protection de l'image de marque des entreprises, qui est un sujet clé aujourd'hui, en particulier dans le B2C. Si on se projette un peu dans les années à venir, comment vous voyez évoluer le marché de la sécurité en général et le vôtre plus particulièrement? Est-ce que finalement les progrès qu'on va réaliser vont venir, je ne sais pas moi, de la puissance de calcul qui est disponible, le développement de nouveaux algorithmes, de technologies style intelligence artificielle que vous connaissez bien puisque vous y êtes dedans depuis le début, vous êtes tombé dans le chaudron, si je puis dire. Oui. Donc comment vous voyez parce que, et en plus, on le sait, hein, c'est une course permanente, vous l'avez dit tout à l'heure, entre le chat et la souris, gendarmes et voleurs. Oui. La question c'est, est-ce qu'à un moment donné, finalement, les gendarmes ont plus d'atouts que les voleurs ou inversement, pour des raisons X ou Y d'ailleurs. Est-ce que, comment vous voyez les choses évoluer dans les... Oui. Donc il y a plusieurs axes. Le premier, c'est qu'il faut considérer la sécurité de plusieurs angles. Donc il y a un principe d'organisation, donc il faut des gens et des gens compétents. Donc des analystes, en particulier en France, on a plusieurs analystes qui travaillent au sein de la société Proofpoint, mais qui sont basés en France. Et ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une augmentation dans les sociétés de cybersécurité, mais aussi au sein des grandes entreprises, de compétences humaines autour de la cybersécurité, parce que les outils seuls ou les processus seuls ne vont pas suffire. Quand vous appelez des analystes, vous voulez dire quoi exactement? On les appelle analystes ou chercheurs, donc ce sont des gens qui vont scanner le dark web, qui vont étudier en fait les attaques, comprendre d'où elles viennent, qui sont les nouveaux hackers, comment ils travaillent, quelles sont les nouvelles attaques, pour pouvoir les détecter le plus tôt possible. Donc c'est intéressant, c'est nécessaire pour nous pour pouvoir bloquer les attaques le plus tôt possible, mais c'est aussi important pour les entreprises d'avoir ce type de compétences pour comprendre quels sont les types d'attaques qui arrivent vers elles. Qui est attaqué? Est-ce que c'est la direction financière? Est-ce que ce sont les grands patrons? Est-ce que c'est la direction de la R&D? Quels sont les types d'attaques? Est-ce que ce sont des attaques par des activistes ou ce sont des attaques par des sociétés qui veulent tout simplement envoyer des ransomware ou des cryptolockers, etc. Donc il faut essayer de comprendre d'où viennent les attaques et pour mieux en fait les prévenir. Donc les ressources humaines pour moi sont critiques. Le deuxième point sont les outils, bien sûr, donc développer des outils toujours plus performants, le machine learning, graph database, etc. Ça évolue constamment, donc il est toujours important d'être, je dirais, au plus près des nouveaux outils disponibles dans le domaine de l'IT. Est-ce que là, au niveau des technologies, donc vous avez cité les bases de données de type graph et puis l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des technologies dont on ne parle pas encore trop qui vont arriver et qui vont aussi permettre d'améliorer considérablement la chose, ou est-ce que c'est pas encore, on voit rien à l'horizon arriver? Alors il y en a, mais si on en parle peu, c'est aussi qu'on ne veut pas trop en parler non plus. Donc dans ce domaine, il faut toujours être à la pointe, je dirais, de la lance ou de la flèche. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on partage peu dans le domaine de la R&D, mais il y a des nouvelles technologies qui arrivent certainement. Donc on aura l'occasion d'en parler. Certainement. Il y a un autre point que je voulais aborder pour répondre à votre question, c'est l'importance cruciale de se regrouper ou de faire partie d'alliances. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'on a reçu votre collègue de Palo Alto Networks et on lui avait posé la question, justement, au niveau de ces analyses et de la recherche, là, il y a une collaboration entre les différents acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez parlé presque de chercheurs, donc on a des activités, je dirais, on partage les informations, et puis après, bon, à chaque société d'être la plus performante possible pour se démarquer des autres. Mais en tout cas, il y a vraiment cette collaboration, parce que la cybersécurité, c'est vraiment un problème mondial. Absolument. Qui concerne tout le monde. Enfin, je veux dire, vous avez des analystes en France, mais je veux dire, la France ou l'Italie ou les États-Unis, ça ne fait pas de différence. Absolument. Donc,
Donc il y a cette collaboration entre les différents acteurs. Absolument, et elle est à différents niveaux. Ça peut être une collaboration pour échanger de l'intelligence sur ce qui se passe sur le marché. Donc on a annoncé le 1er novembre notre association avec le Global Cyber Alliance, c'est difficile à dire. Donc là, c'est un partage d'informations sur ce qui se passe dans le monde. On a aussi un certain nombre de partenariats technologiques. En particulier, vous parlez de Palo Alto. On a un partenariat technologique avec Palo Alto qui est très important, mais aussi avec d'autres, des acteurs dans le CIEM, par exemple, comme Splunk, QRadar, CyberArk, Imperva, etc. Donc, comme vous le disiez, on ne peut pas rester isolé. Avant tout, c'est un problème de société, donc il faut protéger les gens et les entreprises. Donc, les entreprises de cybersécurité comme la nôtre se doivent de partager de l'information avec les autres pour prévenir au mieux les attaques qui nous touchent tous maintenant. Sans rentrer dans le détail, puisque vous dites que ça fait partie de la R&D et donc on ne peut pas trop en parler, mais est-ce que tout ce qui est, bon, c'est un peu général comme terme, mais tout ce qui tourne autour du big data et de toutes les technologies qui permettent de comprendre un peu mieux ces volumes considérables de données, est-ce que c'est un peu dans cette voie-là Oui, tout à fait. Et la Graph Database, en fait, est là pour structurer l'information de la big data. Donc on a des millions d'informations qui arrivent tous les jours, différents types d'attaques, des adresses IP différentes, etc. Et donc il faut corréler ces informations à ce qui est clé. Donc le big data, c'est clair, c'est un élément important de la chaîne de valeur, je dirais, au niveau technologique. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on aura l'occasion de vous réinviter pour parler de ces technologies qui arrivent. Gérard Berraud-Sudreau, merci beaucoup. Merci Guy. Eh bien, Guy, merci. Merci à Gérard Berraud-Sudreau de nous avoir rejoints cette semaine. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. Merci et à très bientôt.